Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leur projet. Pour vous faire découvrir leurs actions, en faveur d'un monde plus durable et plus responsable, nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série de podcasts essentiels avec ESS en tout début pour économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Bruno, présidente de l'association Les Lutins de l'Iscle. Bonjour Alexandra, comment ça va ? Bonjour Clémence, merci de m'accueillir au sein des locaux de la Caisse d'épargne et ça va particulièrement bien. Eh ben, tant mieux, merci d'être venu jusqu'à nous. Votre association, elle a été sélectionnée lors de l'appel à projet 2023, plus proche, plus utile avec les jeunes, puis au concours coup de cœur Caisse d'épargne. Et aujourd'hui, si vous êtes avec moi dans les locaux de la Fédération, c'est parce que vous avez gagné. Félicitations. Merci beaucoup, mais c'est surtout merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées justement pour que on puisse obtenir autant de voix. Donc, je remercie particulièrement toutes les personnes qui nous ont soutenus. Tout le monde y a mis beaucoup de cœur. Et donc, c'est vrai que c'est particulièrement agréable de sentir que l'action que l'on fait, non seulement soutenue, mais en plus plébiscitée. Et donc, c'est particulièrement agréable, effectivement. Alexandra, les Lutins de l'Iscle, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se cache derrière ce joli petit nom ? Il se cache beaucoup de petits êtres extraordinaires, comme le sont tous les lutins. D'où le nom Les Lutins, effectivement. Et puis l'Iscle, tout simplement parce que l'association est située à Roquebrune-sur-Argent, dans le Var, et que les locaux de l'association et le siège social sont près d'une rivière. Il faut savoir que les iscles, en fait, ce sont des alluvions qui sont déversées sur les rives des rivières quand il y a des crues. Et que du coup, nous nous sommes dit que associer les petits êtres extraordinaires avec le quartier dans lequel nous nous situons permettait de donner une signification beaucoup plus poétique à l'association, d'où le nom Les Lutins de l'Iscle. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est sa particularité à cette association ? Parce que j'imagine qu'il y en a déjà sur le marché d'autres associations du même type qui aidaient les personnes en situation de handicap mental et atteinte d'autisme. Bien sûr, il existe de nombreuses associations dans le cadre du handicap mental et de l'autisme. Donc la particularité de l'association Les Lutins de l'Iscle, c'est effectivement une prise en charge individualisée. C'est-à-dire que chaque jeune que nous accueillons est accompagné par un éducateur, ce qui permet de répondre aux problématiques individualisées de chaque jeune et de manière beaucoup plus précise que dans un accompagnement collectif ou par exemple dans les établissements médico-sociaux où les jeunes sont accompagnés par un éducateur pour 2, 3, 4, voire 5 jeunes. Donc nous, la spécificité est vraiment cette prise en charge individualisée. Si vous êtes vous la présidente de cette association, si vous avez créé cette association, c'est parce que vous-même, vous avez été confronté au plus près au handicap. Votre enfant est né donc avec une déficience mentale. Est-ce que vous seriez OK pour nous en parler, nous dire comment est venue donc cette idée de créer cette association, à quels besoins il fallait répondre à ce moment-là ? Très volontiers, j'adore en parler parce que c'est vrai que c'est un parcours qui est particulièrement atypique, pas forcément facile, mais du coup très riche d'enseignements, aussi bien humains que professionnels. Donc j'ai un fils qui a maintenant 21 ans, qui est né avec une délétion chromosomique et donc avec un handicap mental particulièrement lourd et sévère, des troubles autistiques. Et comme tout parent, je me suis retrouvée confrontée justement à la prise en charge. Comment trouver une prise en charge adaptée qui réponde véritablement à ses besoins et à ses problématiques, ça a été la grande difficulté. Quand il a été petit, en France, nous avions du mal à trouver un établissement ou une structure qui réponde à ces besoins-là. C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers l'étranger. Nous avons trouvé des thérapeutes espagnols avec lesquels, du coup, nous avons travaillé pendant 10 ans avec une prise en charge intensive à la maison, après une évaluation par ces thérapeutes régulières, après la mise en place d'un programme de travail par ces thérapeutes. C'est nous, en tant que parents, qui à la maison mettions en place ce programme et cette stimulation, ce qui a permis de développer énormément de compétences chez notre fils. Au bout de 10 ans, on s'est dit, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire de cette expérience-là ? Il faut savoir que je suis moi-même enseignante. Donc, c'est vrai que la part pédagogique aussi prenait aussi un petit peu le dessus, de me dire, comment transmettre aussi tout ce que moi, j'ai pu apprendre et toute cette expérience que j'ai développée avec mon fils. D'où l'émergence de l'idée de créer une association qui pourrait permettre d'aider d'autres familles, d'autres enfants et d'autres parents dans cet accompagnement-là. Alors, pour poser bien les choses et qu'on soit bien clair, est-ce que vous pouvez définir ce qu'est l'autisme pour les auditeurs, pour qui c'est pas très très clair, et la différence entre une personne autiste et une personne en déficience mentale, peut-être, Alexandra ? L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc qui n'est pas considéré comme un handicap mental, puisque nous avons des enfants ou des jeunes adultes, ou même des adultes de tout âge, autistes avec un QI tout à fait normal. L'autisme se définit essentiellement par de grandes difficultés dans la communication
dans des intérêts restreints et donc du coup une difficulté à s'ouvrir au monde et une difficulté du coup dans les apprentissages. Donc il y a une grande différence entre un handicap mental et un autisme puisque le handicap mental est généralement défini par un symptôme de déficience intellectuelle, ce qui n'est pas systématiquement le cas dans l'autisme. On a aussi des autismes avec déficience intellectuelle, mais bien souvent, ce n'est pas forcément lié à une déficience intellectuelle. Donc cette association, c'est aussi physiquement un lieu qui accueille 15 enfants, 15 jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lieu en particulier? Alors, il faut savoir qu'en 2009, il n'était pas encore question de créer un accompagnement. C'était plutôt du soutien aux familles dans des démarches administratives, comment monter un dossier MDPH, comment s'adresser auprès des professionnels, des thérapeutes, de l'éducation nationale. Et puis, chemin faisant, comme je me suis moi-même formée aussi dans le champ du handicap au niveau de l'éducation nationale, j'ai rencontré beaucoup de familles qui étaient confrontées aux mêmes problèmes et aux mêmes soucis que nous. Et du coup, l'idée de créer ce lieu d'accueil a émergé petit à petit. C'est pourquoi en 2015, nous avons développé ce lieu d'accueil qui aujourd'hui permet d'accueillir plus de 15 enfants et donc de répondre aux problématiques et aux besoins de ces 15 enfants. Et l'idée, notamment donc avec le prix que vous avez gagné, ça serait d'agrandir ce lieu et donc de répondre à plus de besoins de plus de familles. Pas seulement de l'agrandir, mais surtout de construire une nouvelle structure puisqu'il faut savoir qu'on a de plus en plus de demandes et que malheureusement, les locaux à l'heure actuelle sont limités, donc il n'est pas possible d'accueillir davantage de jeunes. Du coup, avec le soutien de la mairie de Roquebrune-sur-Argent, de la communauté d'agglomération, de la Caisse d'épargne notamment et d'autres financeurs, nous allons pouvoir construire une nouvelle structure toujours sur Roquebrune qui permettra non seulement d'accueillir davantage de jeunes, mais aussi de les accueillir dans de meilleures conditions avec des locaux beaucoup plus adaptés et beaucoup plus fonctionnels. Alexandra, pour que ce soit bien clair et qu'on puisse incarner encore mieux votre action qui est salvatrice pour énormément de familles, est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple d'un jeune peut-être que vous avez accueilli et dont vous êtes particulièrement fière? Peut-être nous raconter un peu ces petites galères aussi. Alors, il faut savoir que moi, je suis fière de tous les jeunes que nous accueillons, parce qu'ils ont des parcours de vie très compliqués, que pour les familles, c'est aussi particulièrement difficile. Donc, c'est toujours une satisfaction immense de voir ne serait-ce qu'un mini progrès, en fait, qui pour la majorité pourrait passer inaperçu, mais qui pour nous prend toujours des proportions importantes. Donc, chaque progrès, effectivement, est une fierté, une satisfaction majeure. Je pourrais vous citer, en fait, les exemples de chaque jeune que nous accueillons, mais nous avons un jeune qui est arrivé à l'âge de 8 ans et qui était quasiment déscolarisé parce que justement, au niveau scolaire, c'était difficile. L'enseignant n'était pas spécialisé. L'AVS, la personne qui l'accompagnait à l'école, n'était pas spécialisée non plus. Donc, des troubles du comportement assez importants. Du coup, des enseignants qui nous disaient, mais cet enfant, nous, on peut pas le garder parce que, il reste pas assis à table, donc il est pas dans les apprentissages, donc c'est pas possible. Il se lève quand il en a envie, il fait ce qu'il veut, il va sur les autres et puis il les touche, il leur touche les cheveux, il leur fait des bisous, ou au contraire, il essaie de les frapper. Donc, des choses qui font que nous, cet enfant-là, on ne peut pas le garder. Et ce qui, effectivement, pose réellement problème, il faut être très clair. La famille, de son côté, à la maison, avait énormément de troubles aussi et n'arrivait pas à le gérer non plus. Il mange pas correctement, il dort pas, il s'assoit pas, il nous obéit pas, il n'écoute pas. Il n'a pas de communication avec ses frères et sœurs, voire il développe de l'agressivité vis-à-vis de ses frères et sœurs. Donc, on arrive généralement dans des situations particulièrement difficiles et avec des familles qui sont déjà en bout de course alors que leur enfant est encore très jeune. Et c'est souvent la grande majorité des familles qui arrivent dans un état psychologique assez catastrophique parce qu'elles ne trouvent aucune solution dans la prise en charge et aucun avenir positif, notamment pour leur enfant et pour l'ensemble de la famille. Et cet enfant-là, au bout de 6-8 mois, déjà, la maman arrivait tous les jours avec le sourire en nous disant « Mais vous imaginez, il a joué avec son frère, mais vous imaginez, à l'école, ils ont dit que maintenant, il pouvait commencer à revenir une demi-journée de plus, et il a dit qu'il mange, et voilà. » Et finalement, c'est ça, en fait. C'est tout simplement de voir les familles qui nous rapportent un retour positif de ce qu'elles vivent, en fait, elles, dans leur quotidien, qui nous permet de dire, nous, ce qu'on fait, c'est efficace, ça porte ses fruits et du coup, ça a un impact non seulement sur l'enfant, mais sur aussi l'ensemble des personnes, en fait, qui gravitent autour de l'enfant. Et c'est ce qui, à mon avis, permettra de développer le regard sur le handicap et de favoriser l'inclusion. C'est de faire en sorte que, justement, l'ensemble des acteurs de la société soient sensibilisés, formés et aptes à prendre en charge un enfant en situation de handicap et notamment avec autisme pour modifier ce regard
qui est porté sur le handicap et sur l'autisme. Est-ce que je peux vous demander comment va votre fils aujourd'hui? Mon fils, il va très bien. Quand il est né avec sa délétion chromosomique, le diagnostic était particulièrement noir et négatif, puisqu'on nous a quand même dit qu'il ne marcherait jamais, ne parlerait jamais, puis qu'il fallait faire le deuil de notre enfant, le mettre en institut et faire un autre enfant. Donc, c'est vrai que quand on se dit non, on va pas partir sur ça, en fait. On va se battre et puis on l'amènera là où il pourra aller. L'objectif n'étant pas qu'il fasse un CIR ou une grande école, mais qu'il ait une qualité de vie la plus heureuse possible et la plus satisfaisante possible. Et donc, à l'heure actuelle, c'est un jeune de 21 ans qui court, qui marche, qui rigole, qui s'amuse, qui est en relation avec les autres. Alors, qui certes a une déficience intellectuelle qui fait que ça reste un petit garçon, mais du coup, il croit encore au Père Noël. Donc, c'est très bien, finalement. On s'amuse encore beaucoup à Noël. Mais voilà, c'est un jeune homme qui a une grande joie de vivre, de le voir heureux au quotidien. On se dit que tous les efforts qu'on a mis en place et tout ce qu'on a fait a permis de porter ses fruits et que du coup, c'est ça qui nous motive à poursuivre, à continuer et à essayer de pouvoir offrir cette chance-là au maximum d'enfants et au maximum de familles. Alexandra, je pense que votre parole va parler à énormément de parents qui ont des enfants en situation de handicap, mais pas que, à tous les parents, puisque c'est quand même un combat la parentalité, on va pas se mentir. Et félicitations encore pour ce magnifique prix, en espérant que ça va pouvoir porter ses fruits pour la suite, pour vous, pour votre association, les petits lutins de l'ISC. Sans aucun doute, et je remercie aussi la Caisse d'épargne pour son soutien parce que c'est essentiel. Il faut savoir que la construction de cette nouvelle structure, elle se fait de manière complètement autonome. On a pu cumuler un budget de 550 000 € pour la construction de cette nouvelle structure. Donc un grand merci à la Caisse d'épargne qui participe effectivement de manière importante à ce projet. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette association, rendez-vous sur le site. Donc Alexandra, citez peut-être le site ou l'endroit où on peut retrouver les informations. Alors nous avons non seulement donc le site Facebook, le mur Facebook Lutin de l'ISC, sur lequel vous retrouvez pas mal d'informations justement de ce que nous faisons au quotidien. Et nous avons aussi un site internet accueil-handicap-var.jimdofree.com. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS en général, rendez-vous sur le site de la Fédération nationale des caisses d'épargne, qui est un site un peu plus facile à retenir. Merci beaucoup Alexandra, merci à vous. Merci à vous pour cet accueil et pour votre soutien. Merci beaucoup. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Essentiel. Merci.